Mesdames et messieurs, bonjour. Le 13 avril dernier, le président de la République, professeur Alpha Condé, a signé le décret convoquant le corps électoral pour le 30 juin 2013 afin de faire élire les 114 députés à la future Assemblée nationale. Cette finalisation de la transition s'impose à tous comme un défi. Un défi pour la marche vers un état de droit que le peuple de Guinée ambitionne tant. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a en charge l'organisation de ces élections, déploie d'énormes efforts afin d'honorer la tenue du scrutin à la date indiquée. Qu'est-ce qui a déjà été fait dans ce sens? Que reste-t-il à faire? Toutes les garanties sont-elles aujourd'hui réunies pour des législatives crédibles, fiables, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous? C'est à toutes ces questions que l'émission Gouvernance s'intéresse aujourd'hui, avec comme invité M. Yaya Khan, expert électoral, directeur des opérations de la CENI, et Mme Kamara Zenab Touré, membre de la CENI, directrice adjointe de la planification. À mes invités, j'ai dit bonjour. M. Khan, la première question dans cette émission est pour vous. Le président de la CENI, M. Bakary Fofana, a récemment dit, je le cite, « La CENI est tenue d'honorer la date du 30 juin 2013. Elle le fera dans l'impartialité, dans la neutralité, dans l'intégrité, afin de mériter la confiance des acteurs politiques du pays. » Fin de citation. Est-ce que cet engagement est effectivement partagé par tous les commissaires de la CENI, M. Khan? Merci beaucoup, M. Kabakonde, et merci de nous inviter sur votre plateau. Le temps de la communication de la CENI a commencé maintenant. Nous avons été absents des plateaux, totalement de la communication, parce que nous étions en train de construire et construire ensemble. À votre question donc, je réponds oui, c'est tout à fait partagé aujourd'hui par les 25 commissaires que nous sommes. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de famille sans problème de famille, sans problème interne. Mais ces problèmes, nous arrivons à les surpasser quand on doit aller en mission de la CENI. Et il n'y a pas eu une seule décision aujourd'hui qui n'ait été mûrie dans la plénière, dans l'assemblée plénière de la CENI, avant d'être actée par le président de la CENI. Donc oui, nous sommes totalement prêts et nous répondrons à vos questions pour bien édifier les électeurs, les citoyens guinéens, tous ceux-là qui nous accompagnent, les partenaires techniques et financiers, que la CENI n'est pas celle que vous pensez parce qu'elle ne parle pas. La CENI est aujourd'hui vraiment prête à aller aux élections le 30 juin et nous pourrons répondre à chacune de vos questions pour édifier vos téléspectateurs. Madame Kamara, bonjour. Le 30 juin a été retenu. Mais comment on est arrivé au choix de cette date? Est-ce que c'est le président Alpha Condé qui a fixé cette date ou bien c'est la CENI? Et quelles ont été les étapes pour désigner cette date? Je vous remercie de l'opportunité que vous nous donniez ce matin de nous exprimer et d'expliquer aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment le travail que nous sommes en train de faire à la CENI. Cette date, c'est une proposition de la CENI, c'est une décision prise en plénière, et parce que la CENI déjà avait un chronogramme prévisionnel depuis la sortie de Bel Air, nos travaux de Bel Air qui nous emmenaient aux élections pour le 12 mai. Avec tout ce que vous savez comme concession, comme aspect technique que nous avons cherché à régler, c'est-à-dire encadrer la CENI des garanties techniques des opérations de révision sur le terrain. Cet accompagnement a été fait par les différents partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, que je remercie et félicite au passage ici. Donc le mécanisme d'accompagnement et de transparence de la révision du fichier a été mis en place. Cela nous a permis de revoir notre chronogramme et de faire une proposition de date au chef de l'État qui pouvait ne pas l'accepter, mais qui, avec les arguments techniques avancés, a bien cru en cette CENI que nous pouvons tenir la date du 30 juin et nous allons le tenir, Inch'Allah.
C'est que certains acteurs sur le terrain, la question est pour vous deux, certains acteurs indiquent que pour fixer la date, il fallait au préalable que les listes soient établies, que les listes soient corrigées avant de donner la date. Et en ce moment, la date est donnée, la révision est en cours, il y a beaucoup d'autres processus. Est-ce que les délais seront vraiment tenus? Comme disait Mme Camara, c'est une plénière, celle du 29 mai et mars, qui a décidé de proposer, d'abord d'analyser la faisabilité de la toute première date qu'on avait proposée, à savoir le 12 mai. Il fallait se prononcer, est-ce que c'était tenable ou pas. Nous avons tous conclu que ce n'était pas tenable et qu'il fallait revisiter le chronogramme. Et c'est dans cette séance que les 19 et 20 commissaires qui étaient présents ont décidé de proposer au président de la République le 16 juin. On était le 29 mars. Comme le dialogue politique était en train de continuer, je pense que c'est essentiellement pour ces raisons que le président s'est assuré d'abord que ce dialogue allait évoluer dans le bon sens avant de fixer le 30 juin. Mais ce n'est pas une décision tombée ni du ciel ni d'ailleurs. Ce n'est pas le président de la CENI qui a pris cette décision. C'est ensemble. Ce jour-là même, j'étais dans la salle participant et j'ai été mis en minorité parce que je proposais moi-même le 9 juin. Mais ensemble, nous avons dit qu'il fallait être sage et proposer le 16 juin. Donc, c'est de la prérogative dans le code électoral du président de la République, en fonction de ces informations sur l'état de préparation à la fois technique et politique, c'est de ses prérogatives de décider de quel jour pour quel jour il va convoquer le corps électoral de scrutin. Donc, on n'avait pas besoin d'attendre les listes. Les listes, c'est autre chose. Les listes électorales, elles sont permanentes. Nous sommes en phase de révision exceptionnelle. Si on devait attendre effectivement la révision normale, on aurait fait les élections en décembre ou janvier prochain. Est-ce que c'est ce que les politiciens souhaitent? Non. Je pense donc que cette date était opportune parce qu'en plus, elle tient compte de la période des pluies. Il ne fallait pas rentrer trop loin à l'intérieur de l'hivernage, des pluies, pour pouvoir avoir une élection parfaitement inclusive. Que les paysans viennent, que tout le monde vienne voter, plutôt que de s'exprimer dans la rue, qu'on s'exprime dans les urnes. Et à cet égard, je dis encore une fois, je n'ai pas bien compris pourquoi on faisait un appel à boycotter la phase de constitution des listes électorales. C'est un acte purement citoyen. Vous ne voyagez pas à l'étranger sans passeport. Vous ne pourrez pas voter sans carte d'électeur. Donc nous avons mis le focus ces derniers jours à travers une opération vraiment commando de communication afin que les derniers non-enrôlés viennent et prennent leur récépissé pour pouvoir avoir leur carte d'électeur. On parlera tout à l'heure de la révision probablement et on vous dira qui est concerné jusqu'à dimanche encore soir, qui est concerné, qui ne l'est pas. Parce que c'est une véritable révision et elle en parlera tout à l'heure. Bien sûr, Madame Camara, avant de parler de la révision, la CENI, c'est d'abord les 25 membres qui sont ici à la base, mais c'est également des CPI, c'est-à-dire des commissions électorales préfectorales, des commissions électorales sous-préfectorales, c'est des cadres. Mais comment tout ça, ça marche? Est-ce qu'il y a eu des formations? Est-ce qu'il y a eu des entretiens? Est-ce que les gens ont été mis au niveau, puisqu'il y a eu beaucoup d'interruptions dans ce processus électoral? Est-ce que les gens n'ont pas oublié? Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. Je commencerai par vous dire que la CENI est en symbiose avec ses démembrements parce que nous avons les 5 CCI, c'est-à-dire les commissions électorales communales indépendantes pour la ville de Conakry. Et dans chaque commune, vous avez une commission communale qui est installée et qui varie de 15 à 25 membres. 15 membres pour la commune de Kaloum, Dixine, Matam et 25 membres pour les deux grandes communes, Ratoma et Matoto. Ensuite, vous avez ces démembrements à l'intérieur de la préfecture. Vous avez ici un département qui s'occupe uniquement des démembrements, donc qui gère l'ensemble des démembrements sur le terrain, les CICI jusqu'au CESPI. Donc ce département a la charge de gérer l'ensemble des démembrements sur le territoire national.
Ces démembrements ont été installés, formés. D'abord, ils ont été installés dans les fonctions. Ensuite, ils ont suivi directement une formation, c'est-à-dire les amener à comprendre quel était leur rôle et qu'est-ce qu'ils devraient faire comme travail. S'ils ont été choisis, quelle est la mission qui les attendait. Donc, ils ont été formés dans ce sens. Et vous parlez des CAL. Les CAL, c'est les commissions administratives de révision des listes électorales. C'est dans notre code électoral. Même la composition est définie dans le code électoral. Vous savez, parfois dans la constitution des CAL, la loi dit que c'est les partis politiques engagés dans une élection. Et au moment où nous partions en révision, on ne sait pas exactement quels sont les partis qui prendront part à une élection. Donc nous avons fait un effort en se référant sur la loi 016 pour cadrer la participation des partis politiques à l'opposition et à la mouvance présidentielle. Donc un représentant, c'est pour vous dire que les partis politiques participent à l'élaboration du fichier, à sa révision, parce que dans les cas, ils doivent participer. Mais il faut se dire aussi que ce n'est pas tous les partis politiques qui ont la représentativité nationale, donc qui ont les différentes structures sur le plan national. Donc parfois, ils ne peuvent pas couvrir. Mais s'ils sont en alliance, si on prend dans le cadre par exemple de l'opposition, ils peuvent s'entendre entre eux pour pouvoir couvrir les 2000 CAL que la CENI a eu à mettre en place pour cette révision exceptionnelle. Camara, je reviendrai à vous tout à l'heure. M. Khan, sur la question. Oui, sur la question du démembrement, pour faire suite à ce qu'elle disait, c'est en janvier-février qu'on a installé les démembrements. C'est la colonne vertébrale de la CENI parce que ce sont eux, ce sont ces démembrements-là qui vont faire le travail sur le terrain, reproduire tous les schémas que nous avons conçus au niveau national. Et il y a eu une participation à 100%, je le dis, et on le demande quand on veut, de l'ensemble des partis politiques en liste. Vous avez dans chaque démembrement la société civile qui préside les départements, vous avez l'opposition et vous avez la mouvance. Quand on est parti en février sur le terrain pour les installer, il y avait 22 à 23 équipes de commissaires conduites par les commissaires pour s'assurer que les conditions de participation de l'ensemble de la classe politique étaient réunies. Et nous avons réussi quelque chose d'exceptionnel, parce que ce sont eux, entre mouvance opposition, qui se sont entendus pour l'installation des bureaux de vote. C'est nous qui les avons obligés à passer à des votes, sinon les listes de leurs représentants pour les bureaux, des CESPI comme des CEPI et des CECI, elles étaient déjà constituées entre elles. Donc c'est dire qu'il y a une inclusivité totale au niveau de la représentation du démembrement. Pareil, pour les CARL, là aussi il y a eu un appel là que je ne comprends pas bien. On ne peut pas appeler un parti politique, les représentants d'un parti politique, à ne pas participer à la CARL, parce que ce sont les gendarmes de la révision. Vous pouvez avoir le meilleur logiciel au monde, si vous avez des CARL partisanes d'un seul bord, c'est évident qu'elles peuvent faire tout et n'importe quoi. Mais on avait appelé au départ, en respectant la loi 016, l'opposition et la mouvance, que chacun délègue un représentant dans les 2000 cas. Après, la loi nous a rattrapés. En plénière, nous avons décidé de lancer un communiqué pour dire que nous allons effectivement l'étendre à tous les autres partis qui se reconnaissent ni de la mouvance ni de l'opposition. Donc nous avons fait passer un communiqué pour dire non, les CARL sont ouvertes à tous les partis politiques désirant s'engager. On était en février, on était très loin du dépôt des candidatures. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous venez au niveau du département de démembrement, qui est un nouveau département, hein, et nous avons voulu que l'ensemble des démembrements soient pilotés par un département ici, l'ensemble des CEPI, CESPI et CECI. Et vous allez auprès d'eux, vous allez avoir les statistiques de participation. Quand on nous dit qu'il n'y a pas l'opposition par-ci par-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Venez vous informer et vous verrez qu'il y a vraiment une participation de l'ensemble des partis politiques qui sont désireux de s'engager.
Donc je tenais à faire cette précision dans la foulée de ce qu'a dit Mme Camara. Et je crois qu'aujourd'hui, l'engouement qu'on voit au niveau des CARL, certes, c'est un tout petit peu tard, mais qu'à cela ne tienne. On pourra refaire encore d'autres révisions beaucoup plus tard, parce que c'est un fichier permanent maintenant qu'on a construit. On reviendra dessus, on reviendra sur son inclusivité, on reviendra sur certains chiffres, et c'est important de savoir qu'aujourd'hui, aussi bien le démembrement et surtout le démembrement que les CARL ont en leur sein des représentants des deux grands blocs, l'opposition et la mouvance. Madame Camara, la révision, on va y arriver, ça se fait avec du matériel qui avait été importé, qui a été utilisé un moment, après il y a eu des interruptions. Est-ce que les machines n'ont pas pris de coups? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des pannes? Est-ce qu'il n'y a pas souvent manque de matériel? Comment ça se fait, tout ça? Comment ça se corrige? Vous savez, dans toute opération technique sur le terrain, il faut se dire que l'Afrique est récemment rentrée en biométrie, parce que on n'avait pas... La biométrie a commencé en Afrique il y a quelques années seulement, et ces kits sont des machines qui sont extrêmement sensibles. Donc sa conservation demande beaucoup de moyens et beaucoup de tact. Et vous savez qu'en 2012, lorsqu'on a lancé les opérations de révision, quand la Guinée avait eu ses kits et que la remise officielle avait été faite à l'époque à l'ancienne CENI, et qu'ils ont pu lancer une première fois les opérations de révision sur le terrain. Pour le dialogue, je dis bien pour le dialogue à l'époque, le chef de l'État avait décidé de suspendre les opérations, de demander à la CENI de suspendre les opérations de révision sur le terrain pour que la classe politique qui était rentrée en dialogue en ce moment au Palais du Peuple puisse s'entendre et sortir avec un calendrier fiable. Et à l'arrêt, les équipements n'ont pas été bien conservés. Vous connaissez déjà que dans nos sous-préfectures, il n'y a pas de grands magasins, il n'y a pas de grands moyens pour conserver ces kits. Donc les kits se sont retrouvés dans une très mauvaise conservation, ça a joué sur les kits. Et quand la nouvelle CENI est venue et qu'on avait fini de régler avec tous ces aspects techniques, qu'on était rassuré que cette solution était aujourd'hui sécurisée, les kits étaient sécurisés, qu'il n'y avait vraiment pas de problème, que la CENI a accepté de prendre la décision de faire la révision en gardant les équipements de Waymark, en gardant sa solution et en continuant avec le contrat qui était déjà attribué à la société Savary par appel d'offres avec l'ancienne CENI. Donc la CENI avait décidé de continuer avec les équipements de Waymark, la solution, mais aussi avec la société Savary comme étant opérateur technique local. Mais c'est là ce que je veux dire par rapport à ça. Vous savez bien qu'une solution, un logiciel que quelqu'un fournit, ce n'est pas que c'est eux qui viennent faire le travail. Le travail est fait par des milliers de jeunes Guinéens. 4000 opérateurs de saisie déployés sur le terrain. Les superviseurs, ce sont des Guinéens. La société Savary qui est en train de coordonner et piloter toutes ces actions sur le terrain, c'est des Guinéens. Donc franchement, c'est un travail qui est fait par les Guinéens, sous le contrôle de la CENI et sa supervision. Donc au jour d'aujourd'hui, on a eu des difficultés au démarrage des kits, des problèmes de batterie, parce que ces batteries ont été très mal conservées, des problèmes au niveau des groupes électrogènes. Mais ce qu'il faut dire aussi, la CENI a pensé à utiliser les équipements qui étaient donnés par Sagem. Mais là aussi, on voulait utiliser, parce qu'on avait des statistiques comme quoi on avait au moins 600 kits de Sagem qu'on pouvait utiliser. Mais la conservation aussi de ces kits nous a amené à beaucoup de difficultés et on a pu quand même migrer 300 kits qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui ont permis de pallier à beaucoup de difficultés sur le terrain. La CENI finalement s'est retrouvée avec 2300 kits sur le terrain, 2000 kits Waymark et 300 kits Sagem. Et vous allez constater vous-même, sortez un peu à Conakry, vous allez voir aujourd'hui que les problèmes techniques vraiment n'existent pratiquement plus. Mais c'est dans toute opération, le démarrage n'est pas facile.
Les citoyens appellent souvent de l'intérieur du pays pour se plaindre du manque d'encre ou du manque de ceci ou de cela. Est-ce que les informations vous sont remontées? Et si c'est le cas, est-ce que c'est corrigé juste après? Tous les jours, il y a une coordination pour traiter l'information qui tombe de tous les côtés. Il y a une cellule de veille avec 10 personnes qui reçoivent ces coups de fil que vous entendez passer sur les radios. On amplifie beaucoup de choses, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on puisse trouver un seul kit non fonctionnel. Mais un kit fonctionnel, c'est quoi? Parce qu'il y a un amalgame. Comme elle disait, les pannes sont imputables non pas au matériel, mais à l'état de conservation du matériel. C'est important de le dire. Hein. On a trouvé des kits, quand on a démarré en mars, on a trouvé des kits sous des marmites, sous des calebasses. On avait trouvé des groupes dans les quartiers. Ça nous a complètement bloqués dans nos prévisions de déploiement. Alors évidemment, il fallait commander des pièces de rechange parce que les dispositifs électroniques là sont très sensibles. Il fallait les changer. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Mais là aussi, nous avons effectivement enregistré une très forte affluence à faire. Ce qui fait qu'il y avait peut-être par endroit des ruptures de récépissé, d'encre, parce que beaucoup de gens avaient reçu la récépissé. Nous avons passé un message radio, un message direct au CARL, parce que nous ne faisons pas toujours du tintamarre sur les radios. Hein. On a des applications, des circuits d'information très précis. Nous avons demandé à toutes les CARL, quand il y a rupture d'encre ou de récépissé, de ne pas bloquer l'enrôlement d'un électeur, de leur demander simplement de venir 2-3 jours après, lorsque la logistique aura envoyé les éléments qui manquent dans ces endroits-là. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la logistique, qu'il faut vraiment saluer, parce qu'ils sont vraiment extrêmement bien organisés. Au niveau de la logistique aujourd'hui, on intervient partout dans le territoire en moins d'une demi-journée. Imaginez, en moins d'une demi-journée, vous me dites qu'il y a une panne à Yomo, elle est bien identifiée, on sait de quoi il s'agit, on intervient en moins d'une demi-journée. Parce que la logistique a déployé toutes ses équipes au niveau des préfectures. Le maillage est bien fait. Il est très très bien fait. On a des kits en réserve dans chaque préfecture. On a une dizaine de groupes dans chaque préfecture prêts à opérer. Ensuite, en ce qui concerne les batteries, nous avons là aussi passé la consigne. Lorsqu'une batterie tombe en panne, qu'ils ne s'embêtent pas dans les câbles. Ils mettent la batterie de côté et ils fonctionnent directement avec le groupe. Bien sûr, ça va augmenter la dotation en carburant, mais nous ferons face à cela. Alors, on amplifie certaines plaintes à dessein. Vous avez quand même plus de 2000 kits aujourd'hui sur le terrain. Si on fait le décompte, on a à peu près 20 à 50 maximum problèmes de kits. Mais il faut qui sont résolus tout de suite après. Mais qui sont résolus dans la demi-journée. Je dis bien, je défie quiconque à me prouver le contraire. C'est une machine à la fois humaine et technologique. C'est normal qu'il y ait des petits problèmes de ce genre-là. Qu'on ne les amplifie pas et qu'on invite simplement ceux qui constatent, la population qui le constate, à passer l'information à la bonne personne. Okay. Madame Camara, les révisions sont donc en cours, on a parlé du matériel. Maintenant, il est question de parler du recensement. Qui est concerné par cette révision des listes électorales? Cette révision des listes électorales, c'est d'abord les électeurs des citoyens qui ont atteint 18 ans, donc qui ont 18 ans, qui peuvent maintenant venir s'inscrire sur la liste électorale. Les citoyens qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire en 2009 et 2010 pendant la révision des listes électorales, donc eux aussi ils sont concernés, ils peuvent venir se faire inscrire sur la liste électorale. Les citoyens qui ont des erreurs sur leur carte d'électeur de 2010, comme par exemple je prends le cas de Madame Camara, il y a une erreur sur ma date de naissance, il y a une erreur sur ma profession, je dois me présenter pour corriger l'erreur là si je veux vraiment avoir une bonne carte après cette révision. Les citoyens qui ont changé de domicile,
Vous savez, cette mutation de la population et ce grand mouvement de la population, parfois tu habites à Kissoudou, tu changes Kissoudou, tu te retrouves à Labé, donc tu as changé de domicile, tu as changé de préfecture, et pour ça aussi la CENI a fait passer des messages au niveau des carnes, parce que la loi dit qu'il faut aller te radier à Kissoudou et venir avec ta fiche de radiation, t'inscrire à Labé. Je prends juste un exemple. Les citoyens guinéens n'ont pas ces grands moyens. On a dit accepter de recevoir ceux qui ont changé de domicile. S'il se trouve que leur domicile est très éloigné, c'est-à-dire tu es à Conakry, tu t'es inscrit à Zérekoré, qu'on accepte que tu viennes t'inscrire dans ta nouvelle localité et après, la machine prendra en compte ta dernière inscription lors du traitement des données au niveau du site central. Donc voici à peu près les citoyens qui sont concernés par cet enrôlement. Ça veut dire en clair, si je me suis déjà recensé quelque part, j'ai changé de domicile, je vais me faire recenser ailleurs, les deux recensements sont dedans, mais la machine automatiquement va supprimer la première inscription prendra parce que c'est la loi qui le dit, hein, c'est dans notre code électoral. La loi dit que quand un citoyen est inscrit plus d'une fois sur une liste électorale, c'est sa dernière inscription qui est valable, qui reste valable. Donc ça c'est le code électoral, ce sont les dispositions de notre code électoral que nous appliquons aux citoyens. Donc c'est pas une invention ou une volonté de la CENI de faire un choix, mais il faut comprendre que c'est dans le code électoral que ça existe. Qui est concerné par la révision? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux catégories. Hein. Il y a une catégorie, c'est par rapport à la détention de la carte biométrique verte en 2010. Si vous avez une carte biométrique, vous avez eu une carte biométrique verte en 2010, si vous n'avez absolument rien à changer, vous voulez voter au même endroit, vous ne bougez pas de chez vous. Lors de la distribution des cartes, nouvelles cartes, on vous appellera. Okay. Tous les autres sont concernés par la révision. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont jamais eu de carte biométrique verte sont concernés par la révision. C'est un ramassé de ce que Mme Camara vient de dire, c'est-à-dire un jeune qui a eu 18 ans n'a jamais eu de carte. Non. Ceux qui ont eu des récépissés en 2010 n'ont pas eu de carte. Il y en avait qui avaient des cartes alphanumériques. Ceux qui avaient des cartes alphanumériques n'ont pas eu de carte biométrique, donc ils sont tous concernés. Et ceux-là qui étaient trop éloignés des centres de recensement à l'époque. Alors, il faut faire très attention. Vous avez parlé de recensement, après vous êtes corrigé, vous avez dit révision. Nous sommes dans une révision et c'est la preuve. C'est-à-dire que si rien n'a changé sur votre carte de 2010, vous faites partie des 3 800 000 que nous avons récupérés, 800 000 et quelques. Vous ne bougez pas. Lors de la distribution, on va vous appeler à venir chercher votre carte. Okay. Voilà. Donc, et les cartes, toutes autres cartes que celles qui vont sortir maintenant sont nulles. Tous ceux qui ont des cartes de l'époque, là, de 2010, ne pensez pas que ce soit encore valable, ça ne le sera plus. Donc, si vous n'avez rien changé, alors vous restez à la maison, on vous appellera pour vous donner votre nouvelle carte biométrique et c'est une carte infalsifiable et qui comportera toutes les informations. Bien, Madame Camara, on en viendra tout à l'heure au dépôt des candidatures à la CENI, mais après, bien sûr, la révision, il faudrait qu'on se rende compte qu'il n'y a pas d'erreur après la révision. Est-ce qu'il y a d'autres processus dans le cadre de l'établissement des listes électorales? Est-ce qu'il y a d'autres étapes qui sont prévues? Je voudrais vous dire que la Guinée s'est tellement encadrée de mesures de transparence et de sécurisation de notre fichier. On a eu tellement d'experts qui nous ont fait des recommandations et je vous assure, toutes les recommandations ont été suivies et mises en œuvre pour que nous ayons un fichier sécurisé. Nous sommes allés plus loin de cette nouvelle CENI en disant qu'on va, en mettant un logiciel de monitoring qui permet de retracer tout ce qui a été fait sur un kit et comparer les données qui ont été remontées d'un kit au niveau des données qui ont été déversées dans la base de données. Et en plus, nous allons aussi faire un dédoublonnage parallèle, donc à l'extérieur. Cela ne veut pas dire qu'on prendra les informations des Guinéens pour les envoyer à l'extérieur, non. On prend la face, donc la photo,
et les templates. Ce n'est même pas l'empreinte qu'on envoie, mais les éléments de comparaison de l'empreinte, ce sont ces données-là qu'on prend. On envoie aussi à une firme étrangère. Cet appel d'offres a été fait, le marché a été attribué. Au jour d'aujourd'hui, ce travail aussi a commencé. Pour éviter qu'il y ait des doublons dans notre fichier, pour éviter qu'on nous retrouve une personne avec 2 cartes d'électeur. Donc ce dédoublonnage qui va se faire aussi, non seulement localement, mais à l'étranger aussi, va permettre vraiment de trouver tous les petits malins, comme M. Khan aime le dire, les petits malins qui ont réussi à aller se faire enrôler ici, par-ci, par-là. Donc cela, après le dédoublonnage, les possibles doublons, il y aura un comité d'arbitrage qui va trancher sur les possibles doublons et vous allez vous retrouver avec une seule et unique inscription dans ce fichier. Donc cela c'est après affichage Non, ça c'est au cours du traitement, parce que maintenant nous sommes en train, la remontée des données déjà a commencé au niveau de la CENI. Okay. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur le terrain jusqu'à la fin pour commencer à prendre les données des citoyens. Les données sont remontées déjà et le traitement est lancé. C'est pour cela que nous sommes vraiment rassurés pour dire que nous pouvons tenir la date du 30 juin. Il faut rassurer ce peuple de Guinée. Il ne faut plus que les gens mettent dans leur tête que non, encore il y a des problèmes ou ceci, cela. Non, il n'y a pas de problème que nous ne pouvions pas surmonter aujourd'hui. Parce que nous sommes engagés, nous sommes des hommes assermentés, des commissaires qui ont prêté serment de servir cette nation, de servir que la nation guinéenne, que les citoyens guinéens, que n'obéir qu'à l'autorité de la loi. Donc nous allons tout mettre en œuvre pour que ce fichier soit irréprochable. Et tous les encadrements techniques pour sa sécurisation est apporté en ce moment. Donc je peux dire que le travail a beaucoup avancé, les données ont commencé à remonter, nous avons mis un mécanisme pour cette remontée et le traitement de ces données au niveau de notre site central. M. Khan, aujourd'hui, le problème c'est Sabari, le problème c'est Waymark. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que fait Sabari, que fait Waymark et jusqu'où vont leurs activités? Écoutez, quand on veut monter un fichier électoral, on fait appel tant que vous n'avez pas l'expertise interne. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés, d'avoir maintenant à l'intérieur de la CENI l'expertise. Nous faisons appel à des opérateurs privés qui savent déployer des équipes, déployer des machines et mettre en place tout un processus pour enrôler, remonter et rechercher les doublons pour nettoyer complètement le fichier. Cet opérateur, quand on a lancé l'appel d'offres sur 4 candidats, un seul répondait aux conditions de l'appel d'offres. Il a choisi un logiciel. Il aurait pu choisir un logiciel allemand, un français ou un vénézuélien. Il a choisi le fournisseur de logiciel Waymark. C'est le lieu de dire que ce couple Waymark-Sabari en fait n'existe pas. Vous avez Sabari qui est notre interlocuteur, seul interlocuteur. C'est à lui de faire en sorte d'avoir des équipes de maintenance du logiciel de Waymark ici à ses côtés. Waymark n'a pas de mission en Guinée. Il faut qu'on soit clair. Donc Waymark est simple équipementier. Équipementier de l'opérateur technique local avec lequel nous avons contracté. Et mieux, je veux dire, c'est extrêmement important de dire également que sa mission, la mission de l'opérateur technique Sabari, avec son logiciel choisi, s'arrête à l'impression de la dernière carte d'électeur des Guinéens. Quand sa dernière carte sera imprimée, il plie bagage, c'est terminé. Leur mission s'arrête là. Donc, ils ne compulsent pas des résultats. Parce que dans le mental de beaucoup de gens... Ils n'interviennent pas dans la compilation des résultats. Pas une seconde. Pas une seconde. La preuve, c'est que leur mission va finir en mai, début mai. Et ils plient tous les kits, on les conserve bien dans nos magasins parce que c'est la propriété de la CENI, le logiciel également, et puis c'est terminé. Maintenant, nous allons mettre un autre dispositif pour remonter les procès-verbaux des résultats des bureaux de vote à travers un data center
Mais tous les résultats qui seront comptabilisés manuellement. Là aussi, il faut rassurer les partis politiques. Il n'y aura pas de tripatouillage des résultats. C'est tous ceux qui, s'ils sont bien attentifs dans les bureaux de vote, qu'ils ont leurs représentants, dans les commissions administratives de centralisation des votes, ici, on ne trafiquera plus pas un seul résultat. Et personne ne va faire une totalisation informatique. On peut le faire à titre indicatif, mais les résultats provisoires que le président de la CENI a la prérogative de publier, et c'est des résultats publics, seront l'émanation des compilations manuelles des résultats. C'est important que la classe politique se rassure de ce point de vue. Et suivant ce que Mme Camara disait, j'aurais beaucoup insisté sur l'état aujourd'hui de sécurisation de notre fichier électoral. C'est effectivement grâce peut-être certainement aux revendications justifiées de l'opposition et même des techniciens que nous sommes, que ce logiciel est arrivé à un niveau jamais atteint dans la sous-région. Je prends ces mots de Alex Gisèle, qui est l'expert qui est venu pendant 2 mois et demi avec nous auditer ce fichier. Expert de l'OIF. Non, l'expert de l'Union européenne. Celui de l'OIF est là, il ne contredit pas. Alex Gisèle et Driss de l'Union européenne, que nous avons demandé en novembre-décembre, sont venus pendant 1 mois et demi, 2 mois et demi, auditer. S'assurer que toutes les recommandations du PNUD de 2012, de l'OIF de 2012 ont été implémentées dans la nouvelle solution de Sabari-Weimar. Quand ils s'en sont assurés, ils ont même mis en place des outils pour checker un peu ces bases de données et voir si le transfert qui a été fait de la base de données de SOGEM à la base de données de Weimar était sans défaut. Ils ont attesté par des statistiques que ceci était avéré et acté. À partir de là, je pense que nous pouvons aller. Maintenant, le dispositif technique dont elle parle qui a été mis en place est accompagné d'un dispositif administratif. C'est-à-dire les résultats du monitoring, de l'audit par des logiciels qui sont dans l'équipe. Et ce n'est pas parce que nous arrivons à la fin de la révision que cet audit n'aura pas lieu sur l'équipe. Nous avons mis en place des procédures pour l'auditer avant que ce soit dans le site central. Tous ces dispositifs, plus le dédoublonnage avec une des 4 plus grandes sociétés au monde de dédoublonnage, nous avons choisi l'une d'entre elles, c'est ZS, qui fait partie des meilleurs aujourd'hui dans ce domaine-là, pour pouvoir compiler encore un peu plus les dédoublonnages et ajouter un dédoublonnage facial. Parce que pourquoi nous l'avons fait aussi et acté au niveau d'une plénière? C'est la plénière qui l'a décidé, de la CENI, de faire... L'ensemble des commissaires de la CENI. L'ensemble des commissaires présents le 29 mars, ça faisait une vingtaine, 2 excusés, 3 étaient absents. Sur ces 20, nous avons décidé d'acter cela. Pourquoi? Parce que le même fichier, celui de SAGEM, analysé par les experts du PNUD, avait trouvé 440 doublons et quelques. On a pris ce même fichier, on l'a dédoublonné dans le système de Sabari-Weimar, on a trouvé 7000 doublons. Ça veut dire que plus de 6000 et quelques doublons sont passés à travers le système de recherche de doublons de SAGEM. Il est possible, nous nous sommes dit, il est possible que celui de Weimar aussi ait laissé passer des choses. Si c'est le cas, d'accord, on a dit d'accord, ils ont un système d'affiches extrêmement puissant. Je vous dis, passer de 440 doublons sur le même fichier trouvé à 7000, c'est déjà une puissance avérée. Et nous nous sommes dit, comme il y a une suspicion, pour briser ce mur de méfiance, allons-y sur les propositions des experts. On prend le fichier, on l'envoie à l'extérieur, à l'étranger, pour refaire le même travail. Et les deux résultats seront compilés. Il y aura de l'arbitrage humain, parce qu'il n'est pas question de faire de l'arbitrage automatique, parce que vous et moi, on peut être des doublons présumés sur les empreintes. Si on nous voit, on pourra dire non, c'est une erreur de la machine.
Mais vous avez un jumeau aussi qui peut être un doublon. Vous pouvez vous-même, vous êtes inscrit plusieurs fois, mais avec des différentes empreintes, en changeant un peu les mains, ça peut passer à travers un système. C'est pour ça qu'on a multiplié tous les dispositifs pour s'assurer, parce que c'est la seule source de fraude. Hein. Dans les fichiers biométriques, la constitution des fichiers, vous avez deux grandes sources de fraude. Le doublon, si le système ne sait pas les rechercher, vous allez multiplier, donner plusieurs cartes au même électeur. Et deuxièmement, l'inscription indue d'un gamin de moins de 18 ans ou d'un étranger aux frontières d'une de nos préfectures. Mais ça, c'est le meilleur système au monde. On ne peut pas trouver ça. Ça impacte les cadres, la présence et la complicité. Donc, il est important que les partis politiques participent à cela. Et partout aujourd'hui, à l'exception de quelques contrées, ces partis politiques sont venus surveiller dans les 2004 ce qui se passe. Madame Camara, dans un des documents de la CENI, il est écrit: la révision permettra à la Guinée d'avoir un fichier propre, fiable, facteur fondamental pour la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est tout ce que nous étions en train d'expliquer, un fichier fiable, un fichier qui n'aura pas deux inscrits, un fichier qui ne va pas permettre à un citoyen d'avoir plusieurs cartes d'électeurs, un fichier inclusif qui prend en compte l'ensemble des Guinéens ayant l'âge de voter. Donc c'est un fichier qui ne sera pas tronqué, un fichier qui va nous permettre d'avoir des élections, comme on l'a si bien dit, qui seront libres, qui seront transparentes. Parce que c'est le socle de toute élection. Sans fichier électoral, nous ne pouvons pas organiser une élection. Sans un bon fichier, comme M. Khan le disait tout à l'heure, c'est des sources de fraude. Mais si nous faisons un fichier fiable, et nous évitons les fraudes, et quand on évite les fraudes, nous reflétons la volonté du citoyen dans le vote. Donc, cela nous amène à organiser des élections et l'émanation même des citoyens. Donc la gouvernance sera la gouvernance du peuple, parce que ce seraient des gens que le peuple aurait choisi qui vont gouverner leur pays, ou qui vont diriger les institutions qu'ils ont mises en place. Monsieur Khan, actuellement, il y a des discussions politiques. La mouvance, l'opposition, les Nations Unies qui se sont impliquées par la présence de Saïd Guinit. Il y a 2, 3 ou 4 autres possibilités où c'est peut-être de trouver un autre opérateur pour contrôler Wemark, si c'est une possibilité, ou faire un autre appel d'offres pour choisir quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut advenir pour rassurer les uns et les autres? Déjà, M. Kabakonde, qu'on soit d'accord, si on doit changer d'opérateur, ça veut dire que les politiciens qui le demandent souhaitent qu'on vote en fin 2014. C'est clair. Un appel d'offres pour 2000 kits, un serveur, plusieurs imprimantes, plusieurs serveurs d'ailleurs, une imprimante, c'est pas moins de 22 millions de dollars. Il faut les trouver. Prenez votre micro, allez voir les bailleurs de fonds. Personne ne vous dira aujourd'hui qu'il peut financer une telle fantaisie. Deuxièmement, pour acquérir ce matériel, quand vous avez le financement, là vous pouvez lancer un appel d'offres. Il faut un minimum de 4 mois. J'ai entendu dire sur des ondes qu'en un mois on peut avoir une procédure accélérée chez un certain partenaire. C'est faux, c'est archi faux. Au-delà de 400 000 dollars ou 400 ou 600 000 euros, vous êtes obligé de faire un appel d'offres international ouvert. Cette procédure, c'est 4 mois. Vous n'aurez jamais un résultat d'un opérateur fabricant des kits en moins de 3 mois, parce qu'il faut 3 à 4 mois de fabrication. Je ne vois pas un fabricant au monde qui ose stocker 2000 kits. Ça sera un très mauvais gestionnaire. Donc il sera obligé de fabriquer pour la Guinée 2000 kits. Le temps de la mise à niveau du nouveau logiciel par rapport aux performances qu'on a atteintes aujourd'hui, non pas grâce à Wemark, mais grâce aux Guinéens,
qui ont imposé à Sabari d'améliorer sa solution et de la sécuriser. Ce temps-là, c'est pas moins de 4 à 5 mois. Wema a mis 1 an pour le faire. Il faudra au moins 6 mois. Cumuler tout ça, on arrive facilement à 12 à 14 mois pour changer de solution avec ce paradoxe, c'est que vous ne pourrez pas interdire à Sabari, à Wema, à Sagem de venir en compétition. Et comme eux, ils connaissent mieux le terrain que tous les autres, c'est certain que ça se passera entre les deux. Et vu les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes départis de cette solution, qui a été décriée, la solution Sagem a été décriée par tous les leaders au lendemain du premier tour. Parce qu'il y avait des incohérences énormes. Il nous a fallu 4 mois pour les redresser avec la pression des deux alliances, des experts des deux alliances. L'alliance Cellule d'Alain, l'alliance RPG Arc-en-Ciel. C'est ça qui nous a permis d'aller à des élections acceptées. Sinon, ça a été une catastrophe. Donc, vraiment, cette solution de dire, il ne faut pas être dogmatique sur cette question. Oui ou non, le système interdit la fraude. C'est cette question. Si c'est oui, on continue. Si c'est non, il faut le prouver. Parce que même cette histoire d'enrôler des enfants, nous avons aujourd'hui un système de statistiques qui nous permet de voir si une carte a triché. On ne leur dit pas comment ça fonctionne, c'est au-dessus d'eux, mais c'est installé actuellement sur les kits. Donc, vraiment, je pense que les conditions, ce n'est pas un prétexte aujourd'hui pour rechigner à aller. Sincèrement. La seconde partie de la question qui n'a pas été répondue, si ce système devrait rester pour encore mieux assurer les partenaires d'en face, l'opposition, les pouvoirs, est-ce qu'il y a la possibilité que ce système aujourd'hui en place puisse être contrôlé par un autre système? Bon, il n'y a pas de contrôle d'un système par un autre système, mais il y a une personne tierce qu'on a mis aujourd'hui dans le jeu pour contrôler le travail qui est fait, pour contrôler la partie technique du logiciel. C'est les experts internationaux. D'accord. Nous avons deux experts internationaux en biométrie venus du côté de l'Union européenne qui financent, leur travail ici est financé par l'Union européenne. Vous avez aujourd'hui un expert qui est un Africain en biométrie, qui est un Burkinabé, qui est venu pour le compte de l'OIF. Nous travaillons en synergie avec ces experts. Nous avons un expert du peu dans planification, un autre qui vient d'être recruté en logistique, qui sont avec nous ici. Mais déjà, au niveau du site central, tout se fait avec l'appui et l'assistance de ces experts internationaux. Tout. C'est à leur satisfaction. J'ai les images de la remontée des premières clés. Quand on a envoyé les premières clés du terrain, les experts, les 3 experts ont pris chacun une clé et j'avais la 4e clé. On a ces images. Et dès qu'on remet la clé, dès que les données sont transportées, on a imprimé. Pour leur assurance, ils ont dit remets la clé. Une fois que tu remets la clé, le système te dit non, il n'y a plus de contenu parce que le contenu est parti. Donc ça veut dire que tu ne peux pas recharger une clé. Tierce personne, c'est qui encore? C'est cette société aujourd'hui qui va faire un dédoublonnage facial pour la Guinée, pour voir effectivement qu'il n'y a pas de doublons. Et s'il y a des possibles doublons, qu'ils traitent ces doublons, qu'ils renvoient et on fait un arbitrage humain parce que nous ne voulons pas, comme M. Khan l'a dit, faire un arbitrage des machines. Vous voyez comment on contrôle un système, mais ce n'est pas un système qui vient contrôler un autre système. D'accord. Nous allons... Oui, je voudrais juste ajouter, à tous ces dispositifs techniques s'ajoute un dispositif administratif. Nous avons créé le comité de suivi de la révision des listes électorales, au sein duquel nous appelons tous les partis politiques à envoyer leurs experts informaticiens. Il y a 2 jours, nous étions à la salle du Palais du Peuple et on a déjà collecté les noms des experts qui vont siéger dans ce comité, au sein duquel vous avez également les experts
qui ont conduit toute cette réflexion avec nous, et les commissaires. Justement, pour ne pas vous interrompre, M. Khan, oui, nous allons proposer aux amis téléspectateurs le reportage de la télévision nationale sur ces travaux du Palais du Peuple. Qui était ce matin face aux représentants des formations politiques qui ont postulé pour les législatives du 30 juin prochain. Objectif, présenter les dispositifs de sécurité mis en place par l'institution pour assurer la transparence du processus. Nous allons installer 2 dispositifs de sécurisation. Le premier, c'est un logiciel de monitoring qui est sur le kit et qui sera également au site central. Et il y aura un recoupement des données. Vous allez donc avoir un logiciel qui va monitorer, c'est-à-dire qu'à tout moment, il va enregistrer de façon exhaustive tout ce qui se passe sur le kit, faire des statistiques et à la sortie, refaire le même travail lorsque ces données vont venir sur le site central, les comparer et tirer des conclusions. Le deuxième dispositif qu'on a mis en œuvre, c'est le déboulonnage parallèle multibiométrique. Pour mieux renforcer donc cette confiance entre les deux parties, la CENI a également proposé la mise en place d'un comité de suivi et évaluation du processus électoral. Cette structure sera composée des représentants des partis politiques qui vont assurer la supervision des différentes opérations en vue d'éviter les contestations lors de la proclamation des résultats. Le travail du comité, comme son nom l'indique, sera chargé de suivre l'ensemble du traitement des données, donc des électeurs, au niveau du site central, jusqu'à l'impression de tous les documents électoraux et le dispatching sur l'ensemble du territoire national. Ce comité est composé des commissaires, des experts qui nous accompagnent au niveau de la CENI, de l'UE, donc du PNUD et d'autres experts qui viendront participer, des partenaires techniques, notamment IFES et Chess for Common Ground, mais aussi de vos experts informaticiens qui vont venir voir qu'est-ce qui se passe, comment nous avons le process de la révision des listes électorales sur le terrain, à la remontée des données, au traitement des données, jusqu'à la constitution de ce fichier qui est une propriété de la CENI, mais de la nation tout entière, parce que c'est les Guinéens qui se sont enrôlés, c'est les Guinéens qui sont inscrits, qui sont sur ce fichier. Donc ce travail, nous souhaiterions que vous désigniez déjà, comme il a dit, des experts et que par un courrier, vous nous envoyiez le nom de votre représentant et la personne n'a qu'à se présenter simplement à la CENI avec ce courrier et nous allons tout de suite prendre son contact téléphonique et l'inviter chaque fois qu'il y a réunion, il sera informé. Mais la cellule n'est pas un organe ni une instance de décision. La cellule est un organe qui est chargé d'examiner et de porter son avis sur tout ce que le bureau de la CENI ou un département alors peut proposer pour le processus électoral en vue d'une prise de décision par la Commission nationale électorale indépendante. Toujours lors de cette rencontre, il faut préciser que les deux partis ont choisi le bulletin unique. Bien, merci M. Khan, pour continuer. Oui, alors donc je disais que vous avez ces experts qui vont travailler avec nous sur toute la ligne et qui ont aujourd'hui une volonté d'aller, de respecter cette date autant que les commissaires. Je vous assure, leur engagement est total. Il y a peut-être des discordances entre les mots, les propos de certains diplomates et eux, mais en tout cas eux sont à l'œuvre avec nous, jour et nuit comme elle dit. Il reste des fois jusqu'à 22h, 22h30 pour checker tout ce qui se passe. Et je veux dire, aujourd'hui sincèrement, il faut que tout le monde soit conscient du niveau atteint par ce logiciel qui va constituer le premier fichier électoral biométrique de la Guinée.
Ce fichier-là va servir même à la constitution de l'état civil. C'est un point de départ. Il y aura quelques modifications à faire, notamment sur la profession, parce qu'elle n'était pas saisie en 2010. Nous avons accepté de le récupérer comme ça et maintenir la révision. Mais ce fichier sera extrêmement propre et nous allons continuer à l'améliorer. En octobre, il y aura une nouvelle révision. Mais ça, c'est pour les besoins de l'administration électorale que nous mettons en place. Okay. Tous les ans, nous devons, dans le dernier mois, faire une révision normale, mais là, on ne prend que les enfants. Donc, que les jeunes qui ont eu 18 ans révolus au mois d'octobre, septembre, etc. Voilà. Donc, sincèrement, il faut rassurer les téléspectateurs. Hein. La Guinée devrait être fière du travail qui a été abattu par les uns et les autres, y compris par les revendications de l'opposition. Parce que certains aussi avaient pensé à un moment que les techniciens qui sont à la CENI ne sont pas compétents là, sur la question. Ah oui, ça c'est un bruit qui court actuellement. Ouais. À quelle fin, je ne sais pas. Écoutez, je vous donne un exemple. Il y a le samedi dimanche dernier, en moins de 3 jours, notre collègue Jacques Bodimi a organisé un atelier d'harmonisation des plans d'action de tous les partenaires qui interviennent dans le processus électoral, c'est-à-dire NDI, AFS, Union européenne, etc. et la CENI, bien sûr. Il a fait un sans faute. Tout le monde était là avec nous. Sachez que les partenaires nous suivent. Les partenaires de terrain, qui sont NDI, Source for Common Ground, AFS, etc., l'UCNOX, les ONG locales, et également les partenaires financiers, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont leurs experts avec nous. Nous disons que jamais, je dis bien, la CENI n'a atteint un tel niveau d'expertise. Quand vous prenez le département logistique piloté par TELI, il n'y a pas au meilleur logisticien aujourd'hui que lui. Il n'y a pas meilleur organisateur de formation de masse que Jacques Bodimi. Madame Camara, je ne vous en parle même pas. Pathé est là. Vous avez tous les commissaires, les 25 sont issus de formation de haut niveau. Nous avons quelqu'un qui a fait 20 ans, je dis bien 20 ans à la BAD, et qui nous apporte son expertise en matière de ressources humaines, en matière de formation, etc. Nous serons prêts. Hein. Quiconque vous dit le contraire, il vient, vous amenez vos caméras et on débat. Bien, alors, on est quelque peu pris par le temps de cette émission. Très certainement que d'autres sujets seront développés dans d'autres émissions. Aujourd'hui, on est au niveau du dépôt de candidature, de la caution à payer, de la commission qui va vérifier l'identité des candidats. Alors, comment ça se passe rapidement? Ça s'est très bien passé, le dépôt des candidatures, parce que ça a été ouvert pour un délai. Je crois que nous avons repoussé de quelques jours pour permettre aux partis politiques de constituer les dossiers, parce que vous savez quand même, on a des problèmes d'état civil, hein, quand on demande l'extrait de naissance, le casier judiciaire. Pour quelqu'un, par exemple, qui est né à Mandiana, il faut aller à Mandiana pour trouver un casier. Pour quelqu'un qui est né à Lelouma, il faut recourir vers le juge de paix de Lelouma pour trouver ton casier judiciaire. Donc la CENI a accepté de repousser d'une semaine. Aujourd'hui, nous avons fini avec les candidatures. Nous étions au palais avec les partis politiques qui ont déposé les listes. Bon, pas tous les partis, mais parce que tous les partis ne participent pas aussi à toutes les élections, M. Condé. Vous êtes d'accord avec moi? Les partis qui veulent vraiment aller à ces législatives et qui veulent participer à cette première assemblée nationale que nous allons mettre en place après ce changement dans notre pays, après l'élection du professeur Alpha Condé, bien sûr, démocratiquement élu. Aujourd'hui, ces partis ont déposé et nous avons rencontré ces partis. Ce sont ces partis aujourd'hui qui ont désigné déjà leurs représentants dans les différents comités ou cellules techniques de la CENI pour nous permettre d'aller ensemble. Excusez-moi, actuellement, il y a des négociations. Ces négociations peuvent aboutir au retour des partis politiques de l'ADP, du collectif, qui vont dire qu'ils vont venir. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, ça, c'est une décision politique d'abord, elle n'est pas technique. Ouais. La décision, elle est politique. Ouais. Et quand la décision politique s'applique aux techniques, nous, en tant que techniciens, nous sommes obligés de trouver les voies et moyens pour entrer dans cette décision politique. Monsieur Khan, est-ce que même dans ce cas de figure, la date du 30 est toujours tenable? Même au cas où les partis politiques de l'ADP et du collectif pour la transition acceptent de revenir? Mais quand? S'ils acceptent maintenant, puisque les discussions sont en cours. Écoutez, nous verrons. Nous verrons. Sincèrement, nous travaillons pour les partis politiques. Hein. Notre mission, elle est double. Donner une carte d'électeur aux citoyens, les rapprocher de leur bureau de vote et mettre tous les partis politiques qui veulent s'engager sur la même ligne de départ. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de leur volonté. Si le cadre du dialogue aboutissait à suspendre pour pouvoir intégrer preneur en charge, on ne peut pas être plus réaliste que loi. Même le président de la République a dit, tout ce que vous déciderez, je le mettrai en œuvre. Nous également, on peut se mettre dans ce sillage, on se mettra dans ce sillage-là d'être à l'écoute de ce qui se passe là. Mais ce qu'on n'apprécie pas au jour d'aujourd'hui, c'est de vouloir dire que c'est parce que la CENI est techniquement pas prête qu'on va prendre telle ou telle décision politique. Non, la décision politique, elle est politique. Si on nous dit le 30, vous viendrez le 20 juin, et je vous montrerai que nous avons tout mis en œuvre pour que tout le matériel soit là. Tout le matériel a commencé même à être déployé parce que nous avons déjà loué des magasins dans toutes les préfectures. Et on a apporté le gros du matériel déjà, on est en train d'apporter le gros matériel. Mais tous les appels d'offres, parce que nous jouons la transparence, comme on dit. Il n'y a pas un fournisseur qui a été choisi comme ça de gré en gré. On a respecté, pour tout le matériel sécuritaire sensible, on a respecté totalement les procédures de l'Union européenne, du FED. Et parce qu'il y a un responsable de l'UE, un expert, qui est avec nous pour éplucher tous les appels d'offres. Et tous ces appels d'offres sont là, avec pour obligation pour les fournisseurs retenus de livrer tout le 10 juin. Les imprimer, les bulletins, et c'est là aussi où votre question pose problème. Parce que si on veut imprimer les bulletins de vote, il faut qu'on ait la photo de tous les candidats. Et si d'aventure ça se passe, à cette question, on répondait positivement, ben, ça aura un impact sur l'élaboration, la conception, la fabrication des bulletins de vote. Madame Camara, les partenaires ont décidé d'accompagner la Guinée. L'Union européenne a signé une convention de sécurisation. Le Japon a décidé d'apporter des urnes et des isoloirs. La CEDEAO apporte pour près de 500 000 $. Le PNUD et l'OIF apportent leur contribution en experts. Est-ce que vous avez aujourd'hui un mot pour les Guinéens pour sortir de cette transition en tant que Guinéen? Je voulais d'abord remercier, comme vous l'avez si bien dit, au nom de l'ensemble des 25 commissaires de la CENI, tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée, mais qui accompagnent aussi cette CENI qui est mise en place. Je voulais rassurer les millions de Guinéens qui veulent vraiment sortir de cette transition, qui veulent avoir une Assemblée nationale, que nous avons prêté serment pour les servir, pour n'obéir qu'à l'autorité de la loi, et que le travail que nous allons faire ici, nous allons le faire en âme et conscience pour que la Guinée enfin puisse avoir son Assemblée nationale, pour que la Guinée vive, les fils de ce pays vivent en paix, en harmonie dans ce pays. Tout ce que nous allons nous allons faire ce travail avec la loi et nous n'allons pas écarter la loi, ce serait avec la loi et pour les citoyens guinéens pour que nous ayons notre Assemblée nationale. M. Khan, la même question, est-ce que l'espoir est permis? Oui, l'espoir est permis parce qu'il y a une CENI compétente, experte dans son domaine technique. Moi, je voulais faire un appel aux citoyens qui ne sont pas enrôlés de venir encore, car elles sont ouvertes jusqu'à 20 h des fois dans certains endroits. Le 12 mai, ce sera la fin de la révision. Quiconque n'a pas sa carte, il ne pourra pas voter pour son candidat. Donc je leur dis, venez. Je dis aux représentants des partis politiques, envoyez, il n'est pas trop tard d'envoyer vos représentants dans les cales pour vérifier ce qui se passe. Le 30 juin, sauf des décisions extrêmement au-dessus de nos têtes, du cadre de concertation, nous serons au rendez-vous.
Ça, il faut que tout le monde le sache, nous serons au rendez-vous. Maintenant, je fais un appel également aux opérateurs de saisie, aux techniciens, aux membres des CAN, pour leur dire qu'au nom du président et des 25 commissaires que nous sommes, nous les félicitons. Sincèrement, nous les félicitons parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et que je fais ici l'engagement, je prends l'engagement au nom du président, que tout leur sera réglé le 12 au soir ou le 13 au plus tard. Donc qu'ils restent sur le pont, qu'ils finissent ce travail proprement comme ils l'ont commencé, ils n'ont pas de soucis à se faire. Nous irons à Bakonde le 20 juin. Je vous demande de venir vérifier si nous sommes prêts ou pas. Et nous irons au 30 juin. Monsieur Khan, merci. Merci beaucoup. Madame Camara, merci. Merci beaucoup, M. Condé. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, aujourd'hui l'espoir est permis pour les Guinéens qui aspirent à finaliser cette transition qui n'a que trop duré. La bonne circulation de l'information entre la Commission électorale nationale indépendante et les acteurs politiques demeure aussi un gage très certain de confiance. Quoi qu'il en soit, l'État guinéen est aujourd'hui déterminé pour aller au vote. La communauté internationale s'active dans l'accompagnement de notre pays. Les citoyens sont prêts. Tous les ingrédients sont donc réunis pour y aller enfin. Merci à M. Yaya Khan, expert en élection, directeur des opérations de la CENI, à Madame Camara, directrice adjointe de la planification. Merci d'être venu dans l'émission Gouvernance de la télévision nationale et de la radiodiffusion nationale. Amis téléspectateurs, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci et bonsoir.